Salut tout le monde! Ça fait tellement longtemps que je suis un petit peu nerveuse. C'est très bizarre de tourner de nouveau face à une caméra, mais on va essayer de le faire, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je reviens en fait pour vous parler d'un projet qui m'est cher. Voilà. Donc vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo précédente, il me semble, parce que ça fait quelques mois déjà. J'avais édité un livre, mon premier livre, donc en tant qu'éditrice, hein, pas en tant qu'autrice. Qui s'appelait La malédiction de Sholva, donc de Mariza Jae. Et maintenant, j'ai sorti un deuxième livre, donc toujours en tant qu'éditrice, toujours pour la maison d'édition, tirage de tête. Il s'appelle 8 nouvelles à lire quand les feuilles tourbillonnent. Et c'est un recueil de nouvelles qui a donc pour thématique l'automne, comme on peut un petit peu l'imaginer avec le titre. Le voilà. Je crois que vous voyez le titre à l'envers, donc désolée. Là il est marqué 8 nouvelles donc, à lire quand les feuilles tourbillonnent. J'ai donc cette fois-ci, contrairement au premier livre, créé la couverture moi-même. Parce que dans le premier livre j'avais créé la couverture avec le montage qu'il y avait à faire et la quatrième aussi, mais j'avais pas dessiné, c'était une illustratrice qui m'avait fait une illustration. Et cette fois-ci, j'ai bidouillé avec des images libres de droit. Et je suis pas trop mécontente du résultat, ma foi, et c'était pas gagné, parce que je ne suis pas graphiste, n'est-ce pas? Et disons que c'est pas un de mes points forts. Mais franchement, je suis quand même assez satisfaite du résultat. Voilà, moi je suis très contente. Alors ce recueil a été écrit par 8 auteurs différents et autrices, et donc comporte des nouvelles sur le thème de l'automne, mais des nouvelles très différentes qui ont parfois l'automne en arrière-plan, parfois en premier plan. Voilà, ça dépend un petit peu de l'interprétation du thème de chacun. Je suis très contente du résultat. Je vais vous montrer peut-être vite fait l'intérieur. Donc voilà, je suis tellement contente du résultat. Et donc ça a été même un petit peu illustré par un illustrateur débutant et qui a fait, je pense, du très bon boulot. C'est son premier livre aussi, donc voilà. Cet illustrateur a également écrit une nouvelle parce qu'il est écrivain avant tout. Oui, je suis très contente de cette collaboration. Et donc j'espère que ce recueil sera apprécié par ses lecteurs. Moi je l'apprécie énormément, évidemment. Ça a été un bonheur de travailler avec chaque auteur. Ça a été très sport aussi parce que j'avais un stage en édition en parallèle. Et je peux vous dire qu'entre le mémoire, le rapport de stage, ceci à finaliser et même à faire, hein, parce qu'il était loin d'être finalisé quand j'ai commencé mon stage, ouais, ça a été très très sport. Alors je vais peut-être vous parler un peu plus des coulisses du projet pour ceux qui sont intéressés, parce que je pense que c'est toujours plutôt enrichissant de partager son expérience par exemple pour les gens qui veulent s'auto-éditer un jour, ou pour les gens qui veulent justement faire de l'édition, mais qui ne voient pas trop ce que c'est exactement, parce que c'est dur concrètement hein, d'expliquer c'est quoi exactement le métier d'éditrice. Alors la première étape, ça a été de lancer un appel à texte. Je vais vous expliquer. Le livre, c'est un livre qui est censé sortir un petit peu dans un contexte de lancement de collection. Donc, ce n'est pas la réalité, c'est un peu fictionnel par rapport à notre master, mais voilà, j'ai dû raisonner en termes de collection. Donc j'ai dû penser à un livre, au deuxième livre aussi, et au troisième livre. Disons que j'ai réfléchi à un projet qui serait de sortir tous les 2 mois, mettons, un recueil de nouvelles sur, disons, une saison. Voilà, sur une période par rapport à une période de l'année précise. Donc là, il y a 8 nouvelles à lire quand les feuilles tourbillonnent. Le deuxième, ce serait 8 nouvelles à lire à côté du sapin, Noël. Et le troisième, ce serait 8 nouvelles à lire quand les oiseaux chantonnent, donc au printemps. Ces deux-là ne sortiront jamais, mais c'est juste pour vous en dire un peu plus par rapport au contexte. Pour ce premier livre, j'ai donc sorti un appel à texte sur le thème de l'automne. C'était vers le mois de mars, il me semble, quelque chose comme ça. Sachant que c'est une édition qui s'est faite super rapidement hein, par rapport à l'édition traditionnelle. Il y a un auteur qui fournit son texte, ça peut prendre 1 an ou 2 parfois pour qu'il sorte réellement. Mais dans notre cadre de projet de master, fallait quand même se grouiller un petit peu. Il y a eu l'appel à texte, j'ai lu tous les textes que j'ai reçus. Il a fallu comparer un peu chaque texte parfois, enfin, certains étaient écartés d'office, certains étaient gardés, et petit à petit la sélection plus drastique se faisait jusqu'à ce que j'ai mes 8 auteurs. Et il faut aussi raisonner un peu en termes de logique. Est-ce que certaines nouvelles fonctionnent
en équipe, on va dire, parce qu'il y a une sélection de 8 nouvelles, donc il faut que ce soit cohérent. On peut pas toujours choisir, même si un texte nous plaît, si ça correspond pas à la logique qu'on veut pour notre recueil, bah, on va malheureusement pas forcément le prendre. Et donc, une fois les 8 textes sélectionnés, j'ai contacté les auteurs. Je leur ai dit, bon bah voilà, j'aimerais bien travailler avec vous, nani, nanou. Je leur ai expliqué toutes les conditions qu'il fallait savoir, c'est-à-dire vite fait un petit peu les droits d'auteur, combien ils avaient droit, et puis que j'étais étudiante aussi, qu'en plus avec le temps de mon stage à côté, que j'allais pas toujours être disponible selon mes périodes, j'ai dû expliquer que lorsqu'on travaille avec une éditrice, eh bien, il faut réfléchir aux propositions qu'elle fait sur le texte. Je parle au féminin parce que voilà, c'est moi, mais ouais. Proposition donc qu'on pouvait refuser, mais qu'il fallait toujours en discuter. J'ai juste expliqué qu'il faut rester un minimum ouvert aux propositions et essayer de prendre un peu de recul sur son texte. Et après, voilà, tout fait l'objet de compromis au final. C'est un travail d'équipe. Donc si l'auteur tient vraiment à garder certaines choses, voilà, je dis ok. Mais si vraiment ça coince quelque part, oui, disons qu'il faut trouver une solution, une autre manière d'aborder les choses éventuellement. Donc, bref, j'ai prévenu les auteurs de comment c'était de travailler en édition. Et ma foi, je n'ai pas eu de problème du tout. Ça a été un travail avec chacun des auteurs vraiment merveilleux pour le coup. C'était idyllique quoi. C'est-à-dire que j'ai fait, lorsqu'on a travaillé sur le texte, j'ai fait quelques propositions parfois, et donc parfois ils m'ont dit ah non, là je le sens pas trop, j'ai fait d'accord, pas de souci. Parfois ils m'ont dit justement ah oui, là c'est pertinent effectivement comme remarque. Et toi t'es toujours content quoi quand on te dit oui, tu as raison, bah, toi t'es genre yes. Voilà, on a fait le travail sur le texte comme je vous ai dit, plus la correction orthotypo. Donc c'est une correction donc orthographique, mais aussi par rapport à tous les points, vous savez les espaces qu'il faut mettre avant ou après les points, avant ou après les guillemets, il faut prendre en compte ce genre de choses. Ça a été aussi une correction syntaxique, donc si les phrases font sens ou pas, si elles sont pas trop lourdes aussi. Voilà, ça a été une correction qui portait sur la cohérence du texte, tout ce genre de choses. Donc c'est un petit peu l'étape, ce qu'on appelle dans le métier la préparation de copie. Donc voilà, c'est vraiment une première lecture et un premier travail sur le texte à faire avec l'auteur. Et ensuite, donc, j'ai maquetté l'intérieur du livre. Donc la maquette, c'est disons la mise en page du livre. Par exemple ici, vous voyez que les pages elles sont petites, que voilà, il y a certains espaces ici, etc. Et voilà, c'est moi qui les ai faits. Parce qu'au départ, on reçoit le texte dans un format OpenOffice, mais il faut quand même après l'adapter au format livre qu'on souhaite avoir. Donc j'ai maquetté. Donc j'avais mon idée, bien sûr. En parallèle, j'ai fait le devis pour l'imprimeur où je lui disais donc mes choix de fabrication pour le livre, quel type de papier je voulais, quel grammage de papier je voulais, le format, si je voulais que ce soit une impression en couleur ou en noir et blanc, oui, enfin tout ce genre de choses. En maquettant, j'ai réfléchi aux choix les plus appropriés à demander dans le devis pour l'imprimeur. J'ai ensuite, une fois ma maquette à peu près terminée, il restait beaucoup d'ajustements à faire, mais j'avais à peu près mon brouillon, j'avais le nombre de pages aussi, parce qu'il faut le nombre de pages forcément pour demander un devis. Donc une fois que j'avais tout ça de fixé, j'ai envoyé mon devis à l'imprimeur. J'ai attendu la réponse et en attendant, on a commencé à retravailler encore sur les textes avec les auteurs, mais version maquettée. Donc on a refait on a fait une nouvelle relecture. Et voilà, de nouveau orthotypo, surtout orthotypo. Normalement là, au niveau de la syntaxe, c'était à peu près bon. Après, si on repérait des choses quand même vraiment pas jolies, bon bah on corrigeait forcément, on n'allait pas laisser comme ça. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment plus focalisé sur l'orthographe et la typographie. J'ai fini par recevoir la réponse de l'imprimeur, on a eu le devis et il a fallu calculer les prix de vente du livre pour voir quand est-ce que c'est rentable, pour combien d'exemplaires, etc. Pour vraiment, ça nous aide à faire les choix définitifs
de mise en vente du livre. Une fois que la maquette a été faite, on a commencé à mettre en vente, en pré-vente, le livre sur internet, donc avec la boutique en ligne de la maison d'édition Tirage de Tête. Et on a donc aussi rédigé ce qu'on appelle un argumentaire. Donc c'est, disons, c'est quelque chose de très commercial. Ça résume les points clés du livre, ça résume le livre aussi, d'une manière qui donne envie. On peut présenter, si on veut, aussi les auteurs, si on trouve qu'il y a quelque chose à exploiter qui donne envie aux libraires, par exemple, d'acheter le livre. Bon, nous, on n'a pas fait appel aux libraires pour cette fois parce qu'on n'avait pas suffisamment de budget. Et que c'était assez compliqué en quelques mois et avec le confinement, etc. Enfin voilà, c'était trop compliqué pour nous à mettre en place. Et c'est toujours mieux effectivement de contacter les libraires, hein, c'est eux qui vont vous vendre le livre le mieux. Mais nous c'était des préventes. Le but de ces préventes c'était de financer les impressions. Et donc une fois qu'on a fait notre petite fiche argumentaire, on a publié donc sur internet le livre avec sa petite présentation à côté. Présentation qui allait faire l'objet de la 4e de couverture d'ailleurs, même si on pouvait différer si on voulait, mais bon, il n'y a pas de raison a priori. Donc moi sur ma 4e de couverture, il y a un petit texte descriptif qui présente le livre, il y a les auteurs bien sûr, et ensuite, oui, j'ai ajouté des petits... disons que j'ai ajouté recommandations de consommation. Si ouvert dehors, lire le recueil avec une écharpe bien chaude autour du cou. Si ouvert à l'intérieur, le lire de préférence avec un lait à la cannelle. Voilà, parce que je trouvais que ça faisait très automnal, très cosy, et c'était l'impression que j'avais envie de transmettre. Une fois qu'on a fini la maquette de l'intérieur, il faut aussi faire la maquette de la couverture. On peut la faire plus tôt, moi je l'ai fait en dernier. Et donc voilà, c'est là que j'ai bien galéré. Parce que la maquette de la couverture, on peut la faire avec des logiciels en ligne si vous voulez, si vous n'êtes pas trop doué, etc. Mais ça ne donnera pas forcément le résultat que vous avez envie d'atteindre. C'est peut-être moins pratique aussi par rapport à l'impression, parce qu'il y a des paramètres à prendre en compte pour l'impression. Il ne faut pas que ça dépasse un certain pourcentage au niveau de l'ancrage. C'est très technique. Mais voilà, grosso modo, si vous ne voulez pas qu'il y ait trop d'encre sur votre livre et que ça bave quand ça sort, bah, il faut contrôler les niveaux d'ancrage, et donc ça c'est quand même mieux de le faire sur par exemple InDesign. Donc c'est un logiciel de la suite Adobe ou Adobe, je ne sais pas comment on prononce cette chose, ce nom. Et il y a aussi Photoshop qui peut vous aider. Photoshop m'a aidé beaucoup, et j'ai eu envie d'assassiner Photoshop aussi, même si ça aide, parce que c'est très technique aussi, et que la PAO c'est... disons qu'il faut prendre le tour de main, hein, voilà. Il faut regarder bien, enfin pas mal de tutos sur internet, ou alors il faut avoir des cours aussi bien sûr, hein, mais quand c'est très spécifique ce qu'on veut faire, bon bah c'est les tutos, hein, voilà, c'est inévitable je dirais. J'ai fini par bidouiller une couverture qui me plaisait plutôt bien sur Photoshop puis InDesign. Et donc quand je dis couverture, c'est première de couverture, le dos, et la 4e de couverture. Pour la couverture aussi, les paramètres à prendre en compte, ce qui est un peu compliqué, c'est la typographie du titre. C'est un casse-tête, parce que c'est dur de choisir. Donc la typographie, c'est dans ce cas-là, c'est la police d'écriture. Et c'est très dur de trouver la police qu'on veut, la police parfaite qui rendra un petit peu l'impression, enfin, qui rendra ce qu'on a envie de rendre, quoi. C'est très dur, je trouve. Il faut faire des choix, il faut faire des tests, il faut pas hésiter à imprimer au format pour voir ce que ça rend. Peut-être à coller même sur un livre, pour un livre de poche, dans mon cas, pour voir un peu comment ça rend, etc. Parce que c'est très différent de l'écran, le papier, sur papier. Il faut vraiment pas hésiter à imprimer, je dirais. Pareil pour l'intérieur, d'ailleurs. On se rend toujours mieux compte en imprimant en réel qu'en regardant sur son ordinateur comment ça rend. Et donc, une fois que la couverture a été finalisée, que l'intérieur a été finalisé, j'ai envoyé un BAT, donc un bon à tirer à mes auteurs, pour qu'ils le valident. Donc, en gros, c'est la dernière version du bouquin, celle qui va être imprimée. Donc les auteurs ont tous validé. Et une fois que ça a été validé, j'ai envoyé ça à l'imprimeur. J'ai attendu qu'il me fasse lui-même un BAT. J'ai reçu un BAT papier du livre.
Mais très souvent, vous recevez des BAT numériques. D'ailleurs, certains de mes camarades ont reçu des BAT numériques parce qu'il y a eu des petits soucis par rapport au timing. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir le BAT papier et c'est le mieux clairement parce que ça donne vraiment un produit un peu fini. Grosso modo, c'est autre livre. Enfin, moi, le BAT papier que j'ai eu, c'était le livre presque assemblé. Juste les pages n'étaient pas collées dedans et donc c'était des feuilles volantes. Et la couverture n'avait pas de ce qu'on appelle un pelliculage. Donc vous savez, c'est une sorte de papier transparent, je sais pas tellement comment expliquer, mais c'est censé protéger le livre et ça donne aussi un aspect au livre un petit peu plus qualitatif. Et on valide, et on attend, et on attend, et on attend. On attend de recevoir notre livre tout beau, tout neuf. Et ensuite, on fait les envois à ceux qui ont commandé le livre dans les préventes. Voilà pour mon retour d'expérience. Je pense éventuellement maintenant vous faire des vidéos, peut-être si ça vous intéresse, de comment je lance ma propre entreprise, ma micro-entreprise pour être exact, donc en freelance d'édition. Donc mon but ça va être d'aider les particuliers à éditer, à s'auto-éditer. Et je vais aussi proposer mes services à des maisons d'édition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou un commentaire. Alors ça c'est mieux hein, parce que c'est toujours enrichissant de lire des retours au final. Donc je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye!